est-ce que finalement, à droit constant, on est encore en capacité, avec cet outil-là, de le rentrer dans une case qui nous fait correspondre aux standards qu'on a nous-mêmes définis et qui l'oblige par ailleurs à un certain nombre d'obligations. Bonjour Éric Botorel. Bonjour, Jérémy Colomba. Vous êtes député Renaissance des Côtes-d'Armor, très en prise avec les questions liées au numérique. Vous venez de déposer plainte auprès de la Commission nationale informatique et liberté contre ChatGPT. Pour quelle raison ? Alors la raison, c'est la diffusion d'informations erronées à mon propos. J'ai pas eu de comportement narcissique en me précipitant sur l'outil pour vérifier que j'étais bien référencé ce qu'on disait de moi, mais il se trouve que je prenais un café avec Cédric Villani la semaine dernière, pas très loin de l'Assemblée nationale, et il évoquait la façon dont lui-même avait détecté qu'il y avait certaines informations à son égard qui étaient assez fausses. Et le temps a passé, mais cette semaine, j'étais pris de curiosité et j'ai moi-même fait le test. Et donc, j'ai pu me rendre compte que les biographies étaient assez exécrables. Alors, ce qui tranche avec la promesse et en même temps l'engouement qu'a suscité le produit, avec de véritables qualités par ailleurs. Et donc il y a un sujet. J'ai publié sur les réseaux sociaux qu'il y avait sujet, et j'ai vu là lentement se construire, enfin quand je dis lentement, à l'échelle de Twitter, une forme de jurisprudence née de toutes celles et tous ceux qui ont des spécialités ou des expertises dans le domaine. Écoutez, moi je suis législateur, j'étais avec la présidente de la CNIL hier matin. Je me suis dit que peut-être la meilleure façon de clarifier le débat et d'éclairer le débat, c'était encore de saisir la CNIL sous l'angle de l'article, mais il n'est pas exclusif finalement, du paragraphe 5 du RGPD, pour poser la question à la CNIL, de savoir la manière dont elle apprécie les choses en tant qu'autorité indépendante. Et il lui reviendra effectivement de dire, d'abord, peut-être de qualifier ChatGPT comme étant un outil de traitement de données ou pas. Il y a parfois des débats autour de ce sujet. Nous, on écrit le droit, on écrit les principes, on confie à des autorités indépendantes le soin de leur application et la conformité de ceux qui prétendent délivrer des services aux Français et aux Européens, parce que c'est un cadre européen. Et donc, je m'en remets à la CNIL pour qu'elle tranche. Et je serai très à l'aise avec sa décision. Oui, parce que est-ce que c'est pas un peu normal finalement qu'un robot se trompe ? On n'arrête pas de dire qu'il hallucine, on explique comment il marche, c'est de la probabilité, c'est pas un moteur de recherche, les informations sont pas publiées telles quelles de manière publique. Est-ce que c'est vraiment grave ? Alors, grave, je ne sais pas si c'est grave. Les questions se poseront peut-être après. Moi, j'ai des échos de chefs d'entreprise qui travaillent dans la biocosmétique et qui ont vu apparaître dans des requêtes qu'ils ont fait à ChatGPT. Alors, je peux pas vous déterminer la release sur laquelle ils se sont appuyés, mais de pseudo ou de possibles études scientifiques qui n'ont jamais été des études scientifiques. Donc, il y aura peut-être des questions qui vont se poser après la loi, le fait qu'on peut se passer tel diplôme d'avocat aux États-Unis. On est un peu sur les performances des jeux d'échecs qui, dans le temps, permettaient à la machine de prendre le pas sur l'œil, etc. Et il faut avouer que le niveau de maturité atteint par des outils comme ChatGPT sur la partie texte, Midjourney sur la partie visuelle, bref, on est sorti définitivement, il me semble, de l'hiver de l'IA, puisqu'on est assez loin des algorithmes de base et de la transition qui était faite où il y avait parfois de la confusion parce qu'une simple requête ou un simple algorithme pouvait être qualifié d'IA. Donc là, on a des outils qui sont beaucoup plus aboutis. Est-ce que c'est grave qu'ils se trompent ? En l'espèce, non. Et d'ailleurs, les entreprises ont le droit de faillir, elles ont le droit d'avoir des biais. Mais là, il y a des principes qui encadrent le fait que si vous opérez des outils, on va dire, dans la grande famille du numérique, vous avez quand même quelques éléments à prendre en compte et vous avez des obligations, soit vis-à-vis de l'autorité de régulation ou de contrôle, soit vis-à-vis des consommateurs, des concitoyens. C'est typique des sujets qui sont les nôtres à l'Assemblée nationale sur le numérique, c'est voilà que surgit dans les paysages, et vous l'avez dit vous-même, un outil qui n'est pas tout à fait un moteur de recherche, mais il pourrait l'être. Et par extension, il devient dans ses mutations et ses formes et ses dernières releases plus qu'un simple outil de conversation ou d'échange ou de recherche d'informations. Un truc un peu hybride. On a passé 10 ou 15 ans à essayer de qualifier des plateformes. Est-ce qu'elles sont des hébergeurs, des propulseurs de contenu, des éditeurs, etc. Et c'est, j'allais dire, la longue histoire de l'écriture du droit liée au numérique qui ressurgit de nouveau sur est-ce que finalement, un droit constant, on est encore en capacité, avec cet outil-là, de le rentrer dans une case qui nous fait, correspondre aux standards qu'on a nous-mêmes définis et qui l'oblige par ailleurs à un certain nombre d'obligations. Parce que si c'est le cas, alors oui,
c'est grave. Enfin, c'est grave au sens où c'est une infraction aux dispositions du RGPD, puisque il ne peut pas méconnaître qu'il est nécessaire que les informations soient justes, qu'on fournisse des efforts pour qu'elles le soient, ou qu'on retire des informations qui sont réputées erronées. Je synthétise à peu près le paragraphe 5 du RGPD. Alors, votre action vient s'ajouter à d'autres plaintes ici en France, plus à des actions à peu près similaires dans d'autres pays, comme l'Italie, le Canada, etc. Est-ce que ça veut dire que l'étau se resserre d'une certaine manière autour de ChatGPT? Est-ce qu'on pourrait voir arriver une proposition de loi de régulation de ChatGPT? Alors, je pense qu'il faut... D'abord, moi, je pense qu'au niveau numérique, le bon échelon pertinent, c'est l'Europe. On peut pas vouloir faire le Digital Single Market, promettre à nos entreprises qui s'épanouissent en France et qui voudraient grandir à côté de nos frontières, enfin bref, offrir un marché de 600 millions d'utilisateurs européens dans un cadre harmonieux fiscal et des régulations numériques pour éviter les effets précédents qui consistaient à imaginer qu'une start-up pouvait pousser en France mais devait croître aux États-Unis ou ailleurs sur des marchés qui étaient effectivement des marchés de volume. Donc moi je pense que l'urgence n'est pas de faire une proposition de loi ChatGPT. Et ça peut sembler curieux de la part d'un parlementaire dans le métier où le mandat est de faire du droit. Il y a des réflexions qui sont engagées au niveau européen, je fais confiance. C'est plus un crash test de l'appréciation de l'état de notre droit justement, pour éventuellement faire l'économie de la production de droit. Spontanément, on se dit, il y a un sujet, il y a un problème, faisons une loi. Moi, je dis, il y a un sujet, il y a peut-être un problème, mais regardons si le droit peut permettre de régler le sujet. Vous voyez, c'est plutôt un autre angle. Au-delà de ça, Éric Bothorel, alors ChatGPT est un outil formidable qui permet de faire plein de choses intéressantes, mais on voit les dérives possibles. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui vous inquiète aujourd'hui ? Non, ça m'inquiète pas. Non, ça m'inquiète pas parce que je pense que il y a des versants qui vont être et on n'a qu'explorer qu'une infime partie du champ du possible que ouvrent des outils comme cela, en plus à un niveau de maturité qui demande qu'à croître. Moi, j'ai toujours considéré que l'intelligence artificielle, elle apporterait des choses à la société, elle permettrait. Le numérique n'est pas un problème aujourd'hui pour le monde, c'est une partie de la solution. Rendons-nous compte que sur le champ de l'intelligence artificielle, appliquée à l'imagerie médicale, par exemple, on est au point de détecter aujourd'hui des tumeurs qu'un humain ne pouvait pas faire. Et donc cette capacité à pouvoir augmenter la décision. Mais évidemment, il s'agit toujours, et je pense que la doctrine française et européenne se distingue d'autres orientations que prennent d'autres plaques, je pense à l'Asie aux États-Unis, c'est de donner la main en dernier recours à l'humain sur la prise de décision. Mais entendons-nous bien, sur le cheminement, sur la capacité d'éclairer finalement la situation pour prendre ta décision, le champ de l'intelligence artificielle est plein de promesses pour permettre des progrès inouïs. Donc oui. Non, j'accueille plutôt ça favorablement. Après, je ne voudrais pas passer pour un bénin de la techno et totalement naïf des aspects négatifs. Enfin, on baigne dans une atmosphère qui est déjà très anxiogène autour du numérique, qui devient le coupable de tous les problèmes. C'est la crypto, c'est le harcèlement, c'est machin. Tout ça, je ne le nie pas. Mais en même temps, il ne faudrait pas quitter le chemin du progrès. Et le numérique fait partie du progrès. Bien sûr. Mais alors, vous avez fait une recherche sur ChatGPT. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce chatbot comme un moteur de recherche. Du coup, est-ce que ça, c'est pas un problème? Sans oublier aussi les dérives possibles de toutes les IA génératives. Est-ce que ces utilisations détournées ne sont pas aujourd'hui un problème? Si, finalement, le couple ChatGPT et Midjourney, je vais pas parler du son, la capacité de faire parler, enfin là, on est sur le champ des deepfakes, etc. Oui, on est sur le poids des mots et le choc des photos version 21e siècle, c'est le vu à la télé, on est sur quelque chose qui, bien évidemment, peut avoir des incidences sur la façon de manipuler l'opinion, sur la façon de... Bien sûr que ça va être un outil qui va avoir les criminels ou celles et ceux qui ont des intentions négatives vont se servir de cet outil, c'est incontestable. La criminalité n'a pas attendu le numérique, mais le numérique peut être un bon relais de nouvelles méthodes, finalement, d'atteindre un certain nombre de cibles. Mais il ne faut pas être obsédé de ça, parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par principe, on va se protéger de risques présumés et on va prendre des dispositions qui sont tellement rigoureuses que l'innovation ne pourra pas s'épanouir chez nous. Et le jour où, pour de bonnes raisons, on verrait émerger dans le paysage la nécessité de recourir à cet outil, alors on ira l'acheter chez les autres. Ça, on l'a beaucoup connu par le passé. On a eu ce débat d'ailleurs sur le projet de loi sur les Jeux Olympiques, sur les caméras intelligentes et les algorithmes qui les accompagnent. Moi, je veux bien qu'à chaque fois, ce soit
comment dire, la garantie de la pire catastrophe que de laisser s'épanouir ces outils. Il ne s'agit pas de le faire librement, enfin, en tout cas de ne pas avoir de cadre et de ne pas rappeler un certain nombre de règles éthiques, de gros principes et de valeurs, etc., etc. Et tout ça, c'est le jeu de l'Assemblée que de le faire. Mais si le but du jeu, c'est de se protéger des risques qui sont présumés, il y a toujours une part de sérendipité consubstantielle ou numérique. Et donc, bien malin est capable de dire, et celui qui est capable de dire ce que l'on fera précisément de ChatGPT demain, dans des usages qui vont être multiples, et pas simplement le truc un peu geek, un peu loisir qu'on découvre depuis quelques jours. Mais on a déjà des entreprises qui disent je l'ai intégré dans mes cycles de décision, je l'ai intégré comme étant un outil de production. Et ça doit effectivement nous interroger derrière. Ouais, tout à fait. C'est un outil qui est assez dur de plus en plus d'entreprises. Dernière question, vos collègues parlementaires, ils sont réceptifs, ils utilisent, ils vont utiliser. Comment ils appréhendent ça? Alors, d'abord sur le champ du droit, dans la mesure où on est sur des versions qui sont limitées en base de connaissances à 2021, bien évidemment, personne ne se risquera à écrire la moindre chose en termes de droit qui souhaite au préjudice de méconnaître que du droit nouveau aura été créé depuis 2021, que ce soit sur le droit européen ou au rang national. La production de droit existe, ce qui veut dire que si vous aviez dans l'idée de construire un amendement avec ChatGPT, c'est une mauvaise idée. En tout cas, vous pouvez pas garantir que derrière, vous n'êtes pas orthogonal à d'autres dispositions qui seront. Ça a été fait, je crois, aux États-Unis. Ça peut être un point de départ. Oui, non, mais ça peut être un point de départ. Et ça le sera peut-être un jour. Moi, je l'ai utilisé il y a peu dans le cadre d'une discussion avec un lobbyiste pour essayer de regarder quelles étaient les dispositions en droit et faire une petite expertise de droit sur est-ce qu'un Airbnb doit être un ERP ou pas, puisque du coup, ça devient un peu... Non, mais c'est intéressant de voir les réponses. Je dis pas que c'est ça qui m'a permis derrière de répondre, et je dis pas que je me suis, que j'ai pris cette réponse comme argent comptant. Puis je dois vous avouer que depuis que la biographie est un peu pourrie, je me méfie un peu des réponses qui sont données. Donc pour le coup, ça peut être une bonne aide, mais c'est pas l'ultime recours. Eh ouais, mais vous savez ce qu'on dit de ChatGPT, il faut lui donner à manger pour qu'il puisse se rendre réellement utile. Merci beaucoup, Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor, spécialiste des questions liées au numérique.